Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous faisons un saut de 2 siècles en arrière, tout rond, pour nous retrouver en 1720, à l'automne 1720, en pleine régence de Philippe d'Orléans, bien sûr. Nous sommes à Rochefort, qui est à l'époque un port dynamique, installé pas loin de l'embouchure de la Charente, un tout petit peu en amont. Imaginez l'activité sur le quai, avec ce vent de l'océan tout proche. Les matelots sont heureux de poser le pied sur la terre ferme, ceux qui arrivent de loin, de très loin, ceux qui sont là pour contrôler les marchandises s'affairent, bien entendu, puis il y a tout ce personnel, tous ces dockers qui déplacent de lourdes caisses, des rouleaux d'étoffe, dont certains arrivent de très loin et d'autres sont en partance vers d'autres latitudes. En ce jour d'octobre, un chargement bien particulier est en train de progresser gentiment sur l'embarcadère. Il s'agit d'une grande boîte, une boîte en bois, solide, bien charpentée, avec une sorte de couvercle transparent, un couvercle de verre. La boîte en question est installée, avec le plus de soin possible, sur un navire, une flûte royale, le Dromadaire, navire dont les mâts pointent vers le ciel et qui, bientôt, va devoir hisser les voiles, direction les Antilles. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de si précieux dans cette grande boîte ? Eh bien, il y a quelque chose qui, en ce début de XVIIIe siècle, possède une valeur intrinsèque. Il y a 2 petits arbres, un petit peu chétifs, il faut le dire, 2 caféiers. Celui qui en a à la garde a une 30aine d'années. C'est un officier du nom de Gabriel de Clieux. Il a quelques raisons d'être concentré, monsieur de Clieux. Sa mission est délicate, elle est même risquée. À lui d'assurer d'abord la survie et puis l'arrivée jusqu'à bon port de ces 2 plantes bien fragiles. Le port en question se trouve à la Martinique. Voyage périlleux, bien sûr, mais qui, en cas de succès, pourrait avoir des conséquences incalculables. Parce que, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en 1720, le café est devenu la boisson à la mode. C'est une denrée rare, qui est surtout produite autour de la mer Rouge, dans quelques régions d'Asie. Il ne s'est véritablement répandu en Europe que depuis quelques décennies, grâce à des marchands et de puissances maritimes. Je cite Frédéric Moreau dans son Histoire du café. En 1614, des commerçants hollandais qui avaient un certain esprit d'entreprise commencèrent à étudier les possibilités de culture et de commerce du café. En 1616, un plan de café fut transporté avec succès de Mocha, port du Yémen, jusqu'à la Hollande. Bien sûr, impossible de faire pousser la plante dans des campagnes françaises où il ne fait pas assez chaud, bien entendu. Mais quand même, au fil des décennies, on a vu les élites européennes s'intéresser de plus en plus à cette boisson tellement savoureuse, tellement exotique aussi, avec des vertus que certains considèrent comme essentielles. Des établissements qu'on appelle donc des cafés se sont créés dans la seconde partie du XVIIe siècle. À Paris, on a vu ouvrir le célèbre café Procope, pas très loin de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. C'était en 1686. Alors d'abord, ça a été une véritable toquade. Rappelez-vous la lettre de Madame de Sévigné. Tout le monde voulait boire du café. Et puis c'est devenu une habitude, avec dès lors un problème d'approvisionnement. Et qui dit problème d'approvisionnement dit aussi problème de prix. Autrement dit, il y a un filon à exploiter. Les Hollandais, toujours eux, se sont donc mis à exporter le secret longtemps bien gardé des Yéménites. Ils ont fait pousser la plante, notamment à Java, parce que Java est une île néerlandaise à l'époque, ce qui leur a assuré un commerce juteux. Mais la France, là-dedans, me direz-vous? Eh bien, la France, au début du XVIIIe siècle, est encore un peu à la traîne, et c'est là qu'intervient notre jeune aventurier du jour, notre chevalier de Clieux. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, qui est-il ce chevalier, ce Gabriel? D'où vient-il? Pourquoi s'intéresse-t-il au café? Il est né à Dieppe en 1687. Il est né dans une famille noble. Il a très tôt connu une tragédie puisque son père est mort alors qu'il n'avait que 2 ans. Il n'a pas connu son père en fait. Puisqu'il est dieppois, vous imaginez bien que sa vie a tout de suite tourné autour des affaires maritimes. Avec l'aide d'un vieil oncle prêtre, il s'est lancé dans une carrière d'officier de marine. Et alors qu'il avait 23 ans seulement, il est parti bien loin de sa Normandie natale jusqu'en Martinique pour diverses missions. Il n'a pas tardé à se marier de Clieux. Il a fondé une famille. Bon, bref, jusqu'ici, rien de très particulier à signaler. Seulement, voilà,
Nous sommes en présence d'un jeune homme entreprenant et qui veut être utile. Il a appris une mésaventure vécue par un de ses contemporains qui, selon toute vraisemblance, l'a beaucoup inspiré, vous allez voir. C'est Catherine de Bonnet-Cottel, dans son hommage au chevalier de Clieux, qui nous dit: il avait entendu parler de l'échec de Michel Isambert, docteur en médecine. Ce docte personnage avait accepté d'entreprendre le voyage vers les Antilles afin de cultiver des plantes utiles qui ne pouvaient pas croître sur le sol de France. En 1716, quelques jeunes plantes furent confiées à Isambert. Hélas, à peine arrivé, il mourut emporté par la fièvre jaune, ce qui amena l'échec de cette première tentative d'introduction du caféier. Et là, Gabriel de Clieux se dit: mais si c'était moi qui allais réussir à transporter le café aux petites Antilles. Alors pour ça, il faut déjà acquérir des plants, il faut avoir des caféiers. Et ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval, un caféier. À l'époque, il y a de rares jardins capables de les conserver, notamment le jardin royal des plantes médicinales. On a depuis 1714 là-bas une serre chauffée. Alors Gabriel se renseigne. Il faut qu'il arrive à convaincre, grâce à un intermédiaire assez habile, le responsable du jardin royal, qui est aussi un médecin proche du régent en personne, un certain Pierre Chirac. Dès que ce personnage aura été rendu sensible à la question des caféiers, on peut dire que notre aventure va pouvoir véritablement commencer. Quand on parle de la Régence, le duc de Saint-Simon n'est jamais bien loin. Il connaît évidemment ce médecin proche du régent, ce Pierre Chirac, qui dirige le jardin des simples. Les simples, ça veut dire les plantes médicinales, n'est-ce pas? Et il n'est pas tendre, Saint-Simon. Il n'y mit rien, dit-il, ni entretint quoi que ce soit, en tira pour soi la quintessence, le dévasta et, en mourant, le laissa en friche. Bref, n'en déplaise à notre irascible petit duc, pour ce qui concerne les ambitions de Gabriel de Clieux, le bilan de Monsieur Chirac serait plutôt positif. Il œuvre en effet à confier à l'officier diepois deux petits cafés, enfin de petits caféiers, des petits arbres à café. Ils sont d'abord envoyés dans un jardin intermédiaire pour les acclimater. C'est le jardin d'acclimatation de Rochefort que vous pouvez encore visiter d'ailleurs et qui est passionnant. On les prépare là pour le grand voyage. En toute logique, Gabriel, qui sera accompagné d'un domestique, va devoir lui aussi s'installer dans le port charentais. Le voilà maintenant à bord du dromadaire, donc en octobre 1720, avec sa grosse boîte étrange dans laquelle on a confortablement installé les plantes délicates de caféier. Alors, octobre, la saison est déjà avancée, l'océan pourrait réserver quelques mauvaises surprises à nos voyageurs, mais l'officier est prêt, fin prêt, et le départ peut être donné. Ça y est, on largue les amarres, on déploie les voiles qui se gonflent sous le vent, et bientôt le navire, la flûte royale, progresse dans l'océan. Gabriel, désormais, est tout à sa mission, exigeante mission, puisque ces plantes-là réclament des conditions extrêmement précises pour survivre. Il leur faut de l'eau, bien sûr, mais pas trop. Il leur faut une température assez élevée. Le couvercle transparent de la boîte va créer, en quelque sorte, les conditions d'une serre, si vous voulez, pour éviter que la fraîcheur automnale ne terrasse les fragiles végétaux. Les heures passent, les jours passent. Bon, d'abord sans accident notable, jusqu'à une nuit. On est déjà très au sud dans l'océan. Sur le navire, sur la flûte, la sentinelle de garde est saisie par l'irruption soudaine au milieu de l'obscurité d'un vaisseau corsaire qui semble arriver du Maghreb. Ce sont des pirates, disons les choses, genre de mauvaise rencontre que tout marin redoute. Alors il faut parer l'attaque, détonation qui déchire la nuit, en un rien de temps, tout peut basculer, sauf que le dromadaire est visiblement assez bien défendu. Il a réagi assez tôt pour impressionner l'adversaire qui finalement n'ira pas jusqu'à l'abordage. On peut dire que tout le monde souffle à bord de la flûte royale. Les caféiers qui passaient la nuit fraîche à l'intérieur n'ont pas souffert. La traversée peut continuer. Seulement, Gabriel ne peut guère se permettre de relâcher son attention. Il est là à les couver, ces deux petits arbres. Et il faut vous dire qu'un jour, une très mauvaise surprise l'attend. Un passager a tenté de s'en prendre à ces plantes. Heureusement, on l'a surpris, arrêté in extremis. Tout de même, il a eu le temps de faire un peu de dégâts. Dans une lettre citée par Louis Dubois, Gabriel s'indigne. Cet homme, jaloux du bonheur que j'allais goûter d'être utile à ma patrie, et n'ayant pu parvenir à m'enlever ce pied de café, en arracha une branche. Imaginez l'ambiance à bord du bateau, on imagine très bien.
Alors bon, c'est un peu embêtant, mais Gabriel se dit que le caféier s'en remettra. Il lance des prières à Dieu pour que le voyage se prolonge sans trop d'encombre. Seulement, il semblerait bien que le ciel ne lui apporte pas tout à fait la réponse qu'il attendait. Voilà que le ciel en question se couvre de nuages sombres, l'océan se gonfle et bientôt le fragile dromadaire est malmené par la houle. C'est une dépression tropicale furieuse qui bientôt tourne au cauchemar. Le navire heurta des rochers, une voie d'eau se déclara, nous dit Catherine de Bonnet-Cottel. Les pompes évacuèrent l'eau, mais elles ne suffirent pas, un sacrifice s'imposait, il fallait alléger le navire afin de colmater les brèches. Il devint indispensable de jeter à la mer marchandises diverses et barriques d'eau douce. Cette dernière manœuvre fut terrible, car chacun sait que l'eau est source de vie pour les hommes comme pour les plantes. On conserva le strict minimum. Gabriel ne pensait plus qu'à ses chers caféiers. Est-ce qu'il va se rationner lui-même pour donner un peu d'eau à ses plantations de café? Le plus important pour l'instant, c'est que le bateau reste à flot et quand la mer enfin finit par s'apaiser, on se dit que le pire est passé, les dégâts sur la coque sont limités, puis les Antilles sont là maintenant, plus très loin. En réalité, c'est un autre piège qui maintenant s'ouvre pour le navire et ses passagers. Et oui, les voiles ne sont plus poussées par aucun vent et le dromadaire, la flûte royale, stagne maintenant désespérément au milieu de nulle part. Or, bien des réserves ont été passées par-dessus bord pour essayer d'échapper à la tempête, vous savez, en tout cas de lui faire face de façon convenable. Le problème de l'eau douce devient à ce moment-là très préoccupant et les caféiers sont exposés à des températures qui deviennent de plus en plus chaudes et évidemment, ils réclament de plus en plus d'eau. Alors Gabriel prend une décision radicale. Il se met à attribuer à ses plantes une part de sa portion d'eau. Et voilà, ça y est, nous y sommes. Il avait une ration, eh bien, il se prive pour alimenter, pour pouvoir arroser ses plantes caféiers. Alors il faut l'imaginer, la bouche pâteuse, la gorge sèche. Il met sa propre survie en jeu. Mais il se dit qu'il faut qu'il soit à la hauteur de la confiance que tout le continent place en lui. Alors évidemment, beaucoup de chaleur, un manque d'eau, les plans de Gabriel ont tendance à flancher sur ce morne océan sans aucun vent. Un des deux plans finit par carrément se rabougrir. Il y en a un qui reste en meilleur état, mais celui qui avait été abîmé par le passager indélicat, là au début du voyage, est de plus en plus mal en point. Les côtes antillaises n'en paraissent pas moins à l'horizon. On imagine le soulagement de Gabriel lorsque se dessine devant lui la cité de Saint-Pierre sur la côte ouest de la Martinique, à l'ombre majestueuse de la montagne Pelée, qui à l'époque se tient encore tranquille. Pendant le voyage, malgré toutes les péripéties, son caféier a joliment grandi. Il est devenu, selon les termes de notre aventurier, plus cher par les dangers qu'il a courus et par les soins qu'il lui a coûtés. C'est un plan prometteur qu'il va déposer chez lui dans le village du Prêcheur, pas loin de Saint-Pierre. Gabriel raconte « Je le fis planter dans un lieu de mon jardin le plus favorable à son accroissement. Quoique je le garde à sa vue, il faillit m'être enlevé plusieurs fois de manière que je fus obligé de l'entourer de piquants et d'y établir une garde jusqu'à maturité. » Le caféier ne s'épanouit pas moins dans la moiteur caribéenne et après de longs mois, d'autres plants vont pouvoir bientôt être cultivés. Oui, c'est bon, la terre antillaise est propice à la nouvelle culture. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et cette culture, elle ne va pas tarder au fil du temps à concurrencer celle du cacao. Et puis, à la décennie suivante, on verra la Martinique envoyer sa production hors d'Amérique. Tout ça prend du temps à l'échelle d'une vie, bien entendu, mais à l'échelle du monde, bon, c'est pas grand-chose et c'est un grand mouvement qui a été lancé. Franck Ferrand sur Radio Classique. La variété de caféier importée en Martinique par Gabriel de Clieux s'appelle la variété Typica. Elle se répand dans plusieurs régions de cette Amérique qui à l'époque est vouée à l'esclavage. En parallèle, on observe une diffusion mondiale d'autres espèces, notamment à la Réunion, ce qui veut dire que le Yémen et les colonies hollandaises vont devoir affronter une concurrence très rude à mesure qu'on avance dans le siècle. Ce mouvement, qui traduit les tout débuts de notre mondialisation, bouleverse le négoce du café et joue un rôle, bien entendu, sur les prix. Dans Il était une fois le café, Pascal Martin nous dit qu'à la fin
du siècle, le café yéménite a tendance à être surclassé par le café américain, et ce jusqu'au sein même de l'Empire ottoman, ce qui, vous l'avouerez, est quand même un paradoxe. Alors, on ne pourrait pas dire que Gabriel de Clieu ait été le seul responsable de cette révolution économique. Il semble même que d'autres que lui aient introduit le café en Amérique avant qu'il n'y arrive. Mais il n'empêche que sa prouesse de 1720 est un symbole de ce qui est un changement économique. Alors, qu'est-ce qu'il va devenir après, notre Gabriel ? Son efficacité n'est pas passée inaperçue dans les hautes sphères versaillaises. Il se verra confier diverses missions aux Antilles. Il va monter en grade, si je puis dire. En 1737, le voilà carrément gouverneur de la Guadeloupe, et puis 7 ans plus tard, lieutenant au gouvernement général des îles du Vent. Il retournera en métropole dans les années 1750 seulement, et sera encore très méritant pendant la terrible guerre de 7 ans. Il ne meurt à l'âge de 87 ans qu'en 1774, c'est-à-dire au moment de l'avènement de Louis XVI. Inutile de vous dire que sa vie a été bien remplie. On peut se dire que son plus beau succès, et Dieu sait qu'il y en a eu d'autres, mais son plus beau succès, ça reste cette traversée de l'Atlantique, à veiller comme à la prunelle de ses yeux sur ces 2 modestes plants de café qui, à leur manière, ont compté dans l'histoire économique du monde.